Je ne savais pas du tout que Thierry allait parler de cet article que j'ai écrit il y a très longtemps et qui vous est distribué, mais en fait, je ne vais pas du tout parler de ça. Il y a un petit lien avec ce que j'ai raconté, c'est que le texte qui vous a été distribué est un compte-rendu d'un livre qui s'intéresse à ces articulations qu'il peut y avoir dans l'histoire des sciences entre différents systèmes de représentation. Et au moment où quand on essaye d'articuler des systèmes de représentation, ce qui est intéressant, c'est quand ça se désarticule, quand ça marche plus et qu'il faut passer à autre chose. Et l'histoire des sciences, c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, je vais parler d'autres types d'articulations. Donc j'étais parti un petit peu sur la suggestion de Thierry, repenser un petit peu cette question de l'intuition, ce qui est une question vraiment difficile parce que comme ça a déjà été évoqué tout à l'heure, l'intuition, c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces et qu'on peut utiliser pour dire un peu tout et n'importe quoi. Mais ça s'utilise bien négativement. En fait, on l'a déjà vu tout à l'heure dans les définitions. Et on dit, l'intuition, c'est ce qui n'est pas de l'ordre du raisonnement. C'est ce qu'il disait, l'artiste dont tu parlais. Je me suis mis dans une transe, je voulais pas réfléchir. Alors bon, voilà, je suis intuitif parce que donc ça, c'est un petit peu un fil que je vais essayer de suivre pour le questionner. Parce que c'était un peu ça aussi l'idée, le cahier des charges, c'est-à-dire que dans le rapport théorie-pratique ou intuition, déduction, raisonnement, les choses justement sont pas aussi bien tranchées puisqu'on a parlé d'anatomie. Ça bouge, ça circule. Je vais vous parler un petit peu de ce sur quoi je travaille, qui est donc l'histoire et la philosophie des mathématiques. Et je me suis dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est de vous parler de choses qui m'excitent un peu maintenant, plutôt que de vous raconter des histoires racontées 100 fois sur le rôle de l'intuition en mathématiques, les débats qu'il y a eu, et un petit peu des questions qu'on se pose au jour d'aujourd'hui sur des choses un petit peu nouvelles. Donc je vais un petit peu réinvestir cette question du rapport à l'intuition. Donc juste pour le contexte, je pense que vous le savez tous, mais je vous le rappelle, à la fin du 19e siècle, il y a eu dans l'histoire des sciences un courant très fort, très très fort contre l'intuition. En allemand, on disait c'était Anschauung. Et la crise de l'intuition, c'était quelque chose de très fort. On voulait s'opposer à l'intuition. Et c'est quelque chose qui est arrivé jusque dans les mathématiques. Et j'en reparlerai un petit peu dans la deuxième partie. C'est cette idée qu'il ne faut plus du tout utiliser l'intuition quand on n'est pas obligé. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans les mathématiques jusqu'à aujourd'hui, qui sont une discipline très formelle, très abstraite et apparemment pas du tout intuitive. Alors, je voudrais un petit peu repartir sur ce débat et le réinterroger à partir de deux choses qui apparemment n'ont rien à voir, mais que je vais essayer de faire tenir ensemble. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est les travaux d'un anthropologue qui s'appelle Edwin Hutchins. C'est un anthropologue de la côte ouest des États-Unis. Et il s'est intéressé à quelque chose qu'il a appelé les ancrages matériels des raisonnements. Donc on a vu dans la scène 1, la scène primitive de tout à l'heure, que Henriette était du côté de la matière, et puis le reste c'était la pensée, etc. Et là il y a quelqu'un qui s'est intéressé, ça va être un peu le fil directeur de ce dont je vais vous parler, à la manière dont on raisonne avec de la matière, ou voire même que la matière pense pour nous, ou que les objets pensent pour nous. C'est pour ça que mon exposé s'appelle Penser comme un pied. Qu'est-ce qui se passe quand c'est mon pied qui pense? Vous verrez qu'il y a même une citation de Lacan que j'ai trouvée complètement par hasard où il dit que son pied pense plus que sa tête. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler de quelque chose qui est apparemment éloigné, mais en fait, j'essaierai de vous montrer que c'est très très proche, qui est la manière dont des travaux un petit peu récents sur l'histoire et la philosophie des mathématiques et notamment de la géométrie sont allés un petit peu dans cette direction que on pense avec des choses. Et notamment les diagrammes, puisque vous avez entendu parler de diagrammes ce matin. Les diagrammes, en fait, c'est des objets matériels, c'est des inscriptions sensibles, c'est des choses. Et en fait, il y a des chercheurs qui se sont intéressés au fait qu'au lieu de voir ces diagrammes comme représentants des objets, c'était un peu la manière traditionnelle de voir. Il ne fallait pas les voir comme des représentations, il fallait les voir comme des choses avec lesquelles on pensait, voire même qui pensent un peu pour nous. Je vous raconterai ça parce que je pense que c'est un peu excitant, ça rebat un peu les cartes
hein, une certaine coupure entre intuition et déduction. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de ce texte que vous pouvez facilement vous procurer sur Internet en tapant juste le nom de l'auteur, Hutchins. Ça, je pense que vous arrivez à le lire. Et puis, donc, le titre, c'est Material Anchors for Conceptual Blend. Donc, ça veut dire les ancrages matériels pour les mélanges conceptuels. Bon, c'est un titre un peu bizarre. Et donc, c'est un texte qui a été publié par un anthropologue. Alors, vous ne pouvez pas lire ses qualités de l'endroit où vous êtes, mais en dessous de son nom, il y a marqué qu'il est dans le département de sciences cognitives, dans une université à San Diego, en Californie. Donc, je vous dis juste un petit mot du courant qu'il représente. Donc, le courant de l'anthropologie cognitive, c'est des gens, même s'ils sont dans les départements de sciences cognitives, qui pensent qu'on ne va pas comprendre comment les gens raisonnent si on ne va pas regarder concrètement comment ils raisonnent, voire même expérimentalement. Et il faut arrêter de faire des modèles ou de penser qu'on raisonne comme des ordinateurs ou même comme des machines connexionnistes, mais qu'on va aller vraiment regarder comment ils pensent. J'y reviendrai parce que c'est un point très, très important. Et en fait, c'est un des points de départ de cet article, et c'est pour vous situer un petit peu ce courant. Donc c'est un article qui est assez récent, hein. C'est un article qui est paru en 2004, et malheureusement, Hutchins n'a pas beaucoup écrit depuis sur ces questions-là. Il s'intéresse beaucoup à la manière dont on raisonne avec des objets, mais dans des directions plus collectives. Là, je vais parler d'un endroit où on ne raisonne pas à plusieurs avec des objets, on raisonne tout seul éventuellement avec un objet. On peut raisonner à plusieurs si on veut, mais on peut au moins raisonner tout seul. Dans les autres travaux qu'il a fait, c'est plutôt la question de ce qu'on appelle la connaissance partagée. Alors, dans ce texte, en fait, le point de départ, donc ça c'est le contexte un petit peu général, c'est justement des gens qui, à la fin des années 60, dans les années 70, ont commencé à se dire, mais si on veut comprendre ce que c'est que le raisonnement, puisqu'on a vu que l'intuition, ça s'opposait au raisonnement, ou si on veut comprendre ce que c'est qu'une déduction, eh ben, on va aller voir comment les gens ils font les déductions. On va pas juste regarder dans les livres de logique. Et donc, il y a tout un courant de gens comme ça qui sont allés faire des enquêtes, hein, tout simplement, dans les départements de psychologie. Et notamment, ils ont posé cette question. Alors, on prend des étudiants plutôt calés, vous voyez, des étudiants scientifiques, par exemple, et on leur donne un raisonnement logique. Alors là, je vous en ai mis un, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais on leur donne un truc du genre si P alors Q, et il n'y a pas P, non, il n'y a pas Q dans mon exemple, il n'y a pas Q, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et alors, on est gentil, on leur donne des réponses possibles. On leur dit qu'est-ce que je peux en conclure? Alors, est-ce que par exemple, je peux en conclure qu'il y a P? Ou est-ce que je peux en conclure qu'il n'y a pas P? Ou est-ce que je peux en conclure que j'en sais rien, j'ai pas assez d'informations? On leur donne ces trois choix. Et alors, quand on fait ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que donc on prend des étudiants en maths, en sciences, des gens qui raisonnent dans la vraie vie, hein, et je crois qu'il y a 15% de bonnes réponses. Puis après, on fait exactement la même chose, mais on prend des exemples, quoi. C'est la même chose. Donc on dit, voilà, si c'est un grenat, c'est une pierre semi-précieuse. Et ce truc-là, c'est pas une pierre semi-précieuse. Qu'est-ce que tu peux en conclure? Et là, tout le monde dit, c'est pas un grenat. Hein, puisqu'un grenat, c'est une pierre semi-précieuse. Donc le même raisonnement qu'ils sont incapables de faire dans un contexte abstrait, hein, en fait, dès qu'ils l'interprètent, il arrive tout de suite à le faire. Et ça a complètement rebattu les cartes parce que ça vous montre que quand vous faites un modèle logique des raisonnements, c'est ce que vous avez en haut, vous n'avez pas une image de la manière dont les gens raisonnent. Justement, vous avez le principe de la logique, c'est qu'on n'interprète pas les places là, qui sont là. Et en fait, il se trouve que quand les gens raisonnent, ils interprètent et ça entre dans leur raisonnement. C'est ça le truc qui est un petit peu troublant, parce que si nos raisonnements étaient purement logiques, ça serait une forme. Hein, puisqu'on va parler de forme matière, forme intuition. Et là, je dis, si je mets la matière, tout d'un coup, le raisonnement, j'arrive à le faire. La même forme, la forme correcte. Okay. Alors ça a entraîné pas mal d'intérêt pour cette question de, finalement, comment est-ce qu'on arrive à stabiliser nos raisonnements? Et ce type de stabilisation, ils ont décidé, une stabilisation dans laquelle on interprète tout simplement le raisonnement, ils ont décidé d'appeler ça la stabilisation sémantique ou culturelle. C'est-à-dire vous interprétez en fonction de votre culture, etc. Et tout d'un coup, vous arrivez à faire le raisonnement. Et le papier dont je vous parle, le papier d'Hutchins, il part sur cette expérience-là, puis il dit, ça c'est une stratégie, on interprète, c'est la stabilisation culturelle, mais il y a d'autres manières de stabiliser les raisonnements. Et c'est là où ça va devenir un peu plus rigolo pour nous, c'est qu'il y a une autre manière de stabiliser les raisonnements, c'est pas du tout de les interpréter, c'est de raisonner avec des objets, de raisonner avec des choses. Alors, voilà un exemple prototypique. Donc le papier, il est là-dessus. Hein. On raisonne avec des situations matérielles. C'est ça qui est important.
Donc, c'est ce qu'il appelle l'ancrage matériel des ordres. Donc, je vous donne d'abord l'exemple, puis après on regardera comment est-ce qu'il essaye de l'analyser, puis si on peut en faire quelque chose, ou quoi que ce soit. Donc, l'exemple de base, l'exemple très très simple qu'il prend, c'est l'exemple de gens qui font la queue dans un grand magasin ou dans une administration. Quand vous voyez des gens qui font la queue, en fait, vous voyez un groupe de gens. Bon, bah, ce groupe de gens, il n'a pas d'ordre. Donc, si vous pensez qu'ils font la queue, c'est parce que vous projetez sur eux un certain ordre. Donc, en fait, vous avez d'un côté un truc matériel. Là, il l'encadre avec un carré. Là, c'est groupe de gens. Ça, c'est des inputs sensoriels, on dirait. C'est des images que vous avez. Et puis, vous l'interprétez d'une certaine façon en projetant dessus, par exemple, une direction, de premier au dernier. Et ça vous donne faire la queue. Okay, faire une queue. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites ça on le fait tous les jours, eh ben, vous gagnez des inférences gratis. Par exemple, premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas des inférences logiques, hein. C'est des inférences qui dépendent de votre culture. Il y a des cultures dans lesquelles ça ne marche pas du tout. Mais, disons, dans une culture donnée, vous faites la queue, ça vous évite de raisonner, c'est-à-dire premier arrivé servi, tu me gardes la place, si je suis entre bidule et machin. Bon, mais si j'ai raté mon tour pendant que j'étais aux toilettes, bah, je passerai après celui d'après. Tout ça, c'est gratis. Okay, les enfants peuvent le faire, ils n'ont pas besoin de savoir compter, ils n'ont pas besoin de savoir ordonner ou quoi que ce soit. Donc ça va être l'exemple prototypique. Et la raison pour laquelle Hutchins s'est intéressé à ce type de raisonnement, c'est qu'en fait, lui, qui est un anthropologue et puis qui est aussi un ethnologue, quand il allait travailler avec les gens sur lesquels il faisait des études, bah, il s'est rendu compte, il a fait une sorte de catalogue au cours de ses enquêtes, qu'il y a plein de manières comme ça dans lesquelles on raisonne avec des structures matérielles. Alors ça, c'est le schéma un petit peu général qu'il utilise. Donc, vous avez vu dans le titre, il parle de conceptual blend. Donc, la théorie des mélanges conceptuels, c'est une théorie plus générale que celle des ancrages matériels. C'est une théorie qui a été mise au point par des gens qui s'intéressaient beaucoup au rôle des métaphores dans le langage. Quand vous raisonnez avec des métaphores, vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire que vous prenez un espace conceptuel, vous prenez celui que vous voulez, vous en prenez un autre, et vous allez projeter l'un sur l'autre, et ça va donner un truc qui est mélangé, en fait, un mélange conceptuel dans lequel les deux fonctionnent ensemble, et vous gagnez des inférences, en fait, des trucs. L'exemple le plus simple à voir, c'est quand vous n'arrivez plus à les désarticuler, ces deux espaces, comme par exemple, c'est ce qu'on appelle les catacrèses, c'est des métaphores mortes, dirait Ricoeur, comme par exemple les pieds de cette chaise. Je ne sais plus le dire autrement que de dire les pieds de cette chaise, mais c'est une métaphore, ou les bras d'un fauteuil, vous voyez. Et en fait, on gagne en fait plein de choses, d'images qui sont données par ce type de projection. Donc lui, il va s'intéresser à cette structure générale, mais dans un cas particulier qui note avec un rectangle, par rectangle, un carré, là, et qui veut dire, bah, il y a un des côtés, ce n'est pas un espace conceptuel, c'est une structure matérielle. Et cette structure matérielle, je vais l'utiliser pour raisonner. De même que j'ai utilisé les gens, des groupes de gens, okay, pour raisonner quand j'ai pensé à ce que c'était que de faire la queue. Et ce qui est très important pour lui, c'est ce qu'il explique en dessous avec l'autre petit schéma, c'est de dire, attention, hein, ce n'est pas une question de représentation. Ça, c'est vraiment un leitmotiv des choses que je vais vous raconter. C'est une question de projection. Vous investissez une structure matérielle qui a une certaine structure, mais ce n'est pas comme s'il y avait deux étapes. Une dans laquelle je prenais le groupe de gens, j'abstrayais par exemple leur nombre, et puis je les ordonnais 1, 2, 3, 4, 5, et puis ensuite, je les voyais comme étant une queue. Non, je projette directement une trajectoire sur eux, un sens, en fait, on dirait. Je projette un sens, et immédiatement, ils ont cette structure. Ça, c'est très, très important. Il n'y a pas deux étapes, une dans laquelle je vais abstraire. Donc ça, c'est le schéma en dessous, c'est celui qui veut critiquer, c'est celui où il y a le petit carré d'un côté, c'est la structure matérielle. C'est une théorie dans laquelle on abstrait une structure conceptuelle, et puis on va appliquer deux structures conceptuelles. Bon, alors ça, c'est pour la structure générale un petit peu abstraite. Maintenant, des exemples. C'est là où ça devient plus rigolo. Alors voilà un exemple qu'il a croisé sur votre... alors là, vous, ça va être sur votre gauche. Je l'ai mis sur ma page de garde aussi. Donc ça s'appelle les calendriers de main japonais. Alors qu'est-ce que c'est les calendriers de main japonais? Alors c'est un truc de fou. Dans les concours de fonctionnaires japonais, c'est une tradition, il faut être capable, un peu comme dans Rain Man, si je vous donne une date, de me dire quel jour de la semaine c'est. Donc je vous dis le 9 octobre 1962, et vous me dites c'est un vendredi. Okay. Alors si vous n'êtes pas Rain Man, c'est très difficile à faire, parce que c'est des calculs dans lesquels il faut diviser par 7 pour les jours de la semaine, diviser par 12 pour les mois de l'année, et il y a les années bissextiles. Donc c'est l'horreur. C'est un calcul qui est vraiment très, très, très compliqué à faire. Donc en fait, personne ne peut vraiment le faire, sauf si vous avez des capacités de calcul surdéveloppées. Et donc ils ont trouvé une combine. Ça qui est intéressant, c'est ça l'intuition, mais c'est une intuition très structurée. On parle de l'idée de laboratoire d'intuition.
Il projette en fait des cartes dans lesquelles vous avez des mois de l'année, là vous avez janvier, février, mars, etc., avril, des cartes sur leurs doigts, sur leurs phalanges, et ensuite, rien qu'en faisant tourner leurs phalanges, eh bien, ils arrivent à sortir le jour, puisque vous avez des jours possibles qui sont là. Bon. Comment ça marche? Ils ne savent pas du tout. Personne ne sait comment ça marche. Ça marche. Il faut mémoriser 5 cartes, ou 4 cartes, on les projette sur les doigts, on se rappelle vaguement des années bissextiles, et en fonction de ça, on projette, et ça marche. Alors là, c'est typique de ce que Hutchins veut raconter. C'est-à-dire, c'est des calculs très très compliqués, si on veut les expliciter abstraitement, mais on arrive à les faire très très simplement en projetant sur nos doigts une carte et en utilisant la structure de nos phalanges. Vous ne pouvez pas le faire avec d'un corps, vous ne pouvez pas le faire avec vos pieds, ça par exemple. Vous pouvez le faire avec vos doigts. Donc on utilise bien la structure matérielle, c'est un truc important hein, dans cette histoire-là. Elle n'est pas indifférente, on utilise la structure matérielle elle-même. Bon, elle est minimale là, si vous voulez, mais vous utilisez comme ça. L'autre exemple qu'il donne, c'est un exemple qui est archi connu, mais c'est pour vous montrer que ça peut être emboîté, c'est l'exemple des arts de mémoire qui ont couru depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance au moins. Donc ça, c'est l'exemple numéro 2. Et donc, vous savez certainement que pour arriver à se rappeler leurs discours, les orateurs qui avaient des discours extrêmement longs, ou alors même les poèmes ou des choses comme ça, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils imaginaient un paysage, avec par exemple des palais, des choses comme ça, c'est raconté dans Saint-Augustin notamment, mais bon, et ils faisaient une double projection. Donc ça, c'est très important. Il y a une double projection. La première projection, c'est un voyage à travers ce paysage. Ça, c'est déjà une projection. Parce que le paysage, c'est juste une liste de choses ou éventuellement une image statique. Donc là, la première projection, c'est la même que tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un projecteur dans cette théorie. Donc c'est un sens, quoi. C'est une trajectoire. Et puis la deuxième, c'est une liste d'idées que je vais coller sur les différentes étapes. Vous voyez ? Et là, c'est pareil, j'ai des inférences gratuites, j'ai des trucs qui viennent directement. Et c'est mon imagination qui travaille pour moi. C'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que je me décharge de toutes sortes de choses auxquelles je devrais réfléchir. Et alors ça, cet exemple, il est important pour 2 raisons. D'abord, la structure matérielle, elle n'est pas obligée d'être incarnée dans une sensation. Elle peut être imaginée. Il n'y a pas de problème. Parce que l'imagination aussi, c'est aussi quelque chose de tout à fait matériel. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que vous pouvez faire des multiples projections. Peut-être pas, vous pouvez complexifier et avoir des strates en fait de trucs qui s'emboîtent les uns sur les autres. Alors ça, c'est l'exemple qui a été un peu son point de départ. C'est un exemple très compliqué, je ne vais pas vous le raconter, mais c'est juste pour vous dire un petit peu d'où ça vient, ces histoires. En fait, Hutchins avait eu cette idée quand il travaillait dans les îles Trobriandes, et qui sont le paradis des ethnologues, comme chacun sait. Et c'est là où Malinowski est allé étudier la vie sexuelle. Si vous n'avez pas lu ça, allez lire, c'est très marrant. Et il s'est rendu compte que les navigateurs, quand ils veulent se repérer pour aller d'une île à l'autre, eh bien, ils racontent une histoire en utilisant les étoiles et ils disent, voilà, on fait un voyage et on va de telle étoile à telle autre. Et quand il a essayé d'écrire ça dans un bout et puis de modéliser ça, il s'est rendu compte que ce n'était pas une représentation, ce n'est pas une carte du ciel. Donc c'est vraiment une histoire qu'il raconte, mais ça marche. Donc il raconte une histoire avec les mêmes étoiles que nous. Nous, on ferait une carte du ciel, on se repère et tout, etc. Eux, ils racontent une histoire et par rapport à ça, eh ben, ils arrivent à naviguer parfaitement, correctement. Et donc c'est un peu comme l'art de mémoire, c'est une histoire qu'on raconte et qu'on apprend ces histoires quand on est dans ça. Un autre exemple qu'il donne, et qui est assez intéressant aussi, c'est celui, donc ça c'est une rose des vents. Donc, si vous naviguez, vous connaissez ça. Donc, une rose des vents, ça vous donne, c'est comme une boussole statique, si vous voulez, ça vous donne les directions. Ça vous donne les directions, donc le nord, le nord-est, et tout, etc. Et ça vous permet de savoir d'où vient le vent et de vous diriger par rapport au vent quand vous êtes sur un bateau. Ce qui est intéressant, c'est que les marins, donc ça se passe à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, ils ont utilisé les roses des vents, ils ont détourné les roses des vents. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans l'idée de Hutchins, c'est qu'une fois qu'on a fait notre projection, ça devient un tout indissoluble, ce machin, et on peut le prendre et puis l'emmener dans une autre projection. Ça, c'est très important. Donc là, c'est un exemple typique. On a une première projection, c'est simplement un diagramme. Hein. Vous avez représenté les vents, et tout, etc. Et vous avez un certain ordre avec les orientations et tout. Et puis les marins, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser la rose des vents pour calculer les marées. Ça n'a rien à voir. Hein, calculer les marées, c'est un truc assez compliqué, qui repose sur les cycles lunaires et qui est un truc qui est cyclique avec toutes les 6 heures. Mais il se trouve que, donc ça c'est les petites flèches sur le côté, vous pouvez utiliser le même objet qui est devant vous et vous le faites servir à quelque chose d'autre.
Okay. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans cette théorie. Donc, la chose que je voulais vous montrer dans cette première partie, que je trouve vraiment assez séduisante, c'est que par rapport à cette manière un petit peu simple de faire le partage entre théorie et pratique, forme et matière, forme et contenu, ici, vous avez un truc qui brouille totalement les cartes, puisque d'un côté, vous avez des espaces conceptuels. Alors, eux, ils sont censés être structurés avec des inférences. Mais de l'autre côté, vous avez des structures matérielles qui sont aussi structurées avec des inférences. Ça, c'est assez troublant. C'est-à-dire que c'est comme si donc vous utilisez la structure matérielle des objets pour faire les raisonnements pour vous. Alors, si vous connaissez un petit peu, par exemple, Leibniz, c'est exactement la définition qu'il donne d'un symbole, ou un caractère, il appelait ça. Un caractère, c'est un machin qui résonne pour nous. Okay. Donc c'est une sorte de boîte noire, et éventuellement, vous ne savez pas du tout comment ça marche. Hein, c'est un peu comme quand on a voulu un petit peu justement en sciences cognitives faire des robots. Bon, les sciences cognitives, ça servait surtout à faire des robots pour l'armée au début, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et on a voulu faire des robots très intelligents. Vous connaissez cette anecdote très célèbre qui allait repérer les canons de l'ennemi. Et ça marchait pas du tout. Et on ne comprenait pas du tout pourquoi. Et c'est parce que les robots, ils analysaient tellement bien toutes les images qu'on leur donnait qu'en fait, ils avaient fait des associations. Et les photos de l'ennemi, elles étaient toujours avec un mauvais temps. Et les photos des ennemis, elles étaient toujours avec beau temps. Et le jour où ils ont vu un ami par beau temps, bah, ils ont tiré. Alors qu'il ne fallait pas tirer parce que, justement, ils analysent trop le truc. Et c'était pareil quand on essayait de faire des robots qui se déplaçaient. Ça reste un truc assez compliqué. On n'arrivait pas du tout parce qu'ils analysaient trop. Et on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus simple si vous mettez un capteur. Parce qu'on savait déjà avant. Et le capteur, il fait exactement ça. C'est une boîte noire, un capteur électrique, une cellule photoélectrique, comme pour ouvrir vos garages. Et ben, il s'ouvre quand il y a plus de lumière, mais il ne réfléchit pas. Il pense pas. Donc ça, c'est assez intéressant de penser qu'il y a cette espèce de structure matérielle sur laquelle on peut s'appuyer et qui est porteuse d'une certaine forme de raisonnement ou de pensée. Et c'est une manière de désarticuler cette idée. Il y a d'un côté les raisonnements et les inférences, et d'autre côté les intuitions qui sont du côté de la matière, du côté du contenu, du côté de ce qu'on perçoit directement, immédiatement, quoi que ce soit. Alors, ce que je voudrais faire... Ah oui, alors, à la fin de son papier, Chin, il se fait une sorte d'hypothèse. Là, je pense que vous ne pouvez pas lire. Non. Il fait une sorte d'hypothèse un petit peu générale. Donc, il conclut, puis il dit, bon, alors, dans certains cas, il faut avoir l'objet devant soi, par exemple, avec une règle à calcul ou un rapporteur. Vous avez besoin de l'objet pour faire les calculs. Des fois, vous pouvez l'imaginer. Et puis, il dit, eh ben, il y a une sorte d'évolution naturelle de cette situation. C'est le moment où la structure, elle devient tellement familière que vous pouvez l'imaginer. Et vous pouvez commencer à jouer avec. Vous pouvez commencer à imaginer aussi les transformations qu'on pourrait lui faire subir. Vous vous rappelez qu'elle est un mélange, donc vous pouvez, vous aussi, commencer à faire d'autres projections. Et il dit comme ça, au milieu de nulle part, il balance ça, il ne va pas le développer du tout dans son papier, c'est la toute fin, il dit, ben en fait, c'est ce qui s'est passé avec les maths et la logique. Ce qui s'est passé avec les maths et la logique, c'est qu'on avait d'abord des systèmes de représentation avec lesquels on pensait, puis ils sont devenus tellement familiers qu'on les a incorporés, ils sont devenus... de l'ordre de l'imagination, et éventuellement vous pouvez continuer à les tracer, mais ce n'est pas nécessaire. Et après, on a commencé à voir comment est-ce qu'on pourrait les tordre et les transformer dans tous les sens, et on a continué ce jeu comme ça. Et il dit, l'erreur des gens aujourd'hui, donc de ses collègues des sciences cognitives, c'est qu'ils raisonnent à l'envers. Ils pensent que la logique symbolique, par exemple, c'est la forme de la pensée, et ils ne voient pas qu'en fait, la logique, c'est l'héritière de tout ce truc dans lequel on pense avec des objets matériels. Et ça, c'est une piste qui est assez troublante pour les gens qui travaillent sur les maths et sur la logique. On en parlera aussi tout à l'heure avec l'exposé de Jenny. C'est que, quelque part, ça nous rappelle que les symboles avec lesquels on travaille en maths et en logique, ils sont des objets matériels. Hein, ils sont des écritures, ils sont des trucs avec lesquels qu'on doit manipuler, qu'on doit apprendre à manipuler, en fait. Et c'est ce dont je voulais vous parler un petit peu dans la deuxième partie, en revisitant à partir des choses dont je vous ai parlé là, cette fameuse question de l'intuition dans les mathématiques. Alors, comme les mathématiques, c'est barbant, c'est compliqué, enfin pas pour tout le monde, mais pour, disons, une grande partie des gens, j'ai essayé de prendre des exemples super élémentaires et tout. Donc, je vais vous donner un exemple qui est la manière dont on relie aujourd'hui la géométrie, la vieille géométrie élémentaire d'Euclide. Donc ça, normalement, c'est des exemples que ça va, on n'a pas trop
de blocage. Et je vais vous montrer comment il y a des recherches récentes qui s'inscrivent, ça n'a rien à voir avec Hutchins, ils ne connaissent pas Hutchins, c'est moi qui fais le lien, mais moi je pense que c'est exactement la même chose. Ils relisent la géométrie d'Euclide un petit peu comme ça, avec ce type de questionnement, et en se disant, mais qu'est-ce qui se passerait si les diagrammes en fait étaient des objets matériels avec lesquels on raisonne, et pas des représentations d'objets idéaux, des représentations de cercles et tout. Ça a l'air de rien, mais bon, déjà, personne n'avait eu cette idée pendant 2000 ans. Donc, ça a l'air de rien, mais il faut quand même y penser. Bon. Repartons de... alors, à la fin du 19e, les géomètres, pour une raison qu'on peut expliquer culturellement et historiquement, tout d'un coup commencent à s'énerver contre l'intuition. Et ils disent, mais c'est pas possible, les mathématiciens avant, ils n'étaient pas rigoureux, ça c'est un mot qu'on voit constamment, parce qu'ils faisaient reposer leur raisonnement en partie, pas totalement, mais en partie sur l'intuition. Et l'exemple prototypique qu'ils utilisent tous, c'est la première proposition des éléments d'Euclide. Donc c'est vraiment, ça commence comme ça, les éléments d'Euclide. Donc les éléments d'Euclide, la première proposition, elle vous dit, est-ce que vous savez dessiner un triangle équilatéral ? Donc, problème, ça commence par un problème, dessiner un triangle, ou construire, si vous êtes géomètre, un triangle équilatéral. Et donc, la construction, elle est très simple. Vous prenez un segment, n'importe lequel, vous prenez un cercle qui a le centre, un des points, et puis passe par l'autre truc du segment. Vous faites la même chose de l'autre côté, ok ? Et par construction, ce triangle sera équilatéral, ok ? Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, aucun intérêt. Justement, ça, c'est vachement intéressant. Peu importe si c'est des cercles. On s'en fout, justement. C'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, imaginez qu'ils font ça sur le sable. Okay, ça ne sera pas des cercles. Hein, okay, ça sera pas des cercles. Mais l'idée, c'est que ces machins que je dessine sur le sable représentent des trucs idéaux qui seraient des cercles. Et nous, justement, on va se dire, ben non, ces machins que je dessine sur le cercle qui ne sont pas des cercles sont les machins avec lesquels je pense, et c'est ça les vrais cercles. Bon. Mais peu importe, là, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le problème qui a beaucoup agité les mathématiciens du 19e siècle, les géomètres du 19e siècle, c'est que ça, ce n'est pas du tout rigoureux, parce que comment vous savez que deux courbes, là en l'occurrence deux cercles, se coupent là, se coupent en un point, pour arriver des trucs hyper bizarres. D'abord, vous pourriez avoir un écrasement, hein, pour avoir deux droites qui s'aplatissent au bout, puis s'écrasent, et ça ne ferait pas un point. Vous pourriez avoir des oscillations. Tous les étudiants en maths, en cours de topologie, ils ont appris, c'est un truc qui est fait pour les exciter un petit peu, que vous avez une fonction qui s'appelle sinus 1 sur x, et quand vous regardez ce qui se passe quand elle arrive près de 0, eh ben elle s'aplatit sur tout le segment 0,1. Et elle est connexe, c'est-à-dire vous pouvez suivre, c'est un truc qui oscille comme ça à mort, sinus 1 sur x, et quand elle arrive sur l'axe central, boum, elle s'éclate complètement sur 0,1. Donc ça, c'est un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que nous, on voudrait que ça coupe 0,1, et elle va c'est une fonction, c'est une courbe, vous voyez, et quand elle arrive, elle oscille tellement vite, en fait, qu'elle couvre tout le 0,1 tout d'un coup. Bon, on ne comprend pas trop comment ça marche au début, mais après on voit qu'effectivement c'est comme ça. Donc ça, c'est le genre de truc qui les énerve beaucoup, c'est que chez Euclide, il n'a jamais démontré qu'ici ça se coupait en un point. Si ça se trouve, il y a plusieurs points, si ça se trouve, il n'y en a pas. Hein, il n'y a rien qui vous dit que ces machins, ils ne sont pas discrets quand je zoome. Hein, on sait aujourd'hui avec des objets fractaux qui peuvent avoir l'air d'être totalement continus, puis dès que je zoome, il y a des trous partout. Hein, donc comment je sais qu'ici, il y a un point? Bon, ça les énerve beaucoup. Alors, on peut dire que l'histoire et la philo des maths, au cours du XXe siècle, a quand même été assez impressionnée par ce type d'objection, parce que, d'abord, ça a donné des bonnes mathématiques très productives, de critiquer ça et de dire, on va tout expliciter, on va faire des systèmes d'axiomes et des systèmes formels. C'est un peu nos maths d'aujourd'hui, elles sont quand même un petit peu comme ça. Et puis, quand même, ils ont raison. c'est pas rien, cette objection, elle paraît être forte. Donc, il y a quand même une tendance très très forte qui est plutôt de se méfier de l'intuition. Alors, évidemment, vous avez d'autres mathématiciens à côté qui vont dire, mais attends, il ne faut pas trop se méfier de l'intuition. Il faut réhabiliter l'intuition. Mais toujours contrôler. Okay, toujours contrôler. Et en fait, c'est que très récemment, qu'il y a des gens du côté de la philo qui ont dit, non mais j'accepte l'objection, mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Ce que veut dire cette objection, c'est un truc bizarre. Ce que ça me dit, c'est que entre le moment où Euclide a existé, mais disons la personne qui a écrit les éléments a fait ça, et le XVIIe siècle, on n'a pas raisonné de manière rigoureuse. Okay, ça, c'est la première chose que ça veut dire. Okay, mais la deuxième chose que ça veut dire, c'est que
on a réussi à trouver des théorèmes mathématiques de manière pas rigoureuse. C'est ça que ça veut dire, cette objection. Okay. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc un petit peu intriguant dans cette objection. C'est que quelque part, cette objection, elle nous disait que précisément le côté formel, le côté abstrait, certes, il est intéressant, il est productif, mais il n'est pas nécessaire. Et la question qui se pose, c'est mais comment ça se fait que les géomètres grecs, une fois qu'on a vu qu'ils se reposaient sur l'intuition, ils ne disaient pas des bêtises? Parce que c'est vrai qu'il y a un point. Si ce n'était pas vrai, effectivement, l'objection, elle serait forte. Mais là, il y a un point, il n'y en a qu'un seul. Ils ne se sont pas trompés. Okay, ils n'ont aucun moyen de le démontrer, mais c'est vrai. Okay. Et c'est un problème assez grave, parce que quand vous commencez à lire les éléments d'Euclide, vous allez vous rendre compte que le recours à l'intuition, ce n'est pas juste dans la proposition 1, c'est partout. Il n'y a pratiquement pas de propositions des éléments d'Euclide sur la partie construction géométrique dans laquelle vous n'avez pas besoin de regarder la figure pour tirer une information de la figure. Et la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas d'erreur? Non seulement il n'y a pas d'erreur dans Euclide, il y a très peu d'erreurs dans la géométrie grecque, ni chez Euclide, ni chez Archimède, ni chez Apollonius. Non seulement il n'y a pas d'erreurs, mais il y en a moins que dans Bourbaki. Il y a beaucoup d'erreurs dans les mathématiques contemporaines, parce que c'est beaucoup plus dur. Mais chez Euler, c'est bourré d'erreurs. Chez Leibniz, tous ces mathématiques symboliques, c'est bourré d'erreurs. Okay, mais eux, ils ne faisaient pas d'erreurs. Donc c'est que récemment qu'il y a des gens qui se sont dit, mais on a peut-être fait fausse route là. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment ça marche. Ça, je pense que c'est intéressant par rapport à cette question de laboratoire de l'intuition. On vous accorde que c'est super de faire des mathématiques formelles et abstraites, mais on aimerait comprendre comment ça marche quand on s'appuie sur l'intuition. Comment ça se fait qu'on fait des vraies mathématiques, qu'on n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas un mathématicien qui vous dira que dans Euclide, les propositions sont fausses. Il dira éventuellement qu'elles ne sont pas intéressantes, etc. Mais personne ne vous dira que c'est faux. Les mathématiciens sont fiers de ça, que par rapport à ces pauvres physiciens et à ces pauvres biologistes, eux, ils sont cumulatifs, comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils ne révisent pas les vérités. Éventuellement, ils révisent l'intérêt pour tel ou tel truc. Ce n'est pas très intéressant, mais c'est vrai. Alors, ça, c'est une question qui a été posée notamment par un auteur qui s'appelle Ken Manders, dans un papier qu'il a commencé à écrire en 1995, mais qu'il a publié qu'en 2008, un petit peu forcé. C'est un auteur un peu étrange, un auteur américain, et qui s'appelle Les diagrammes d'Euclide. Et la question qu'il a posée dedans, c'est celle que je viens de vous dire, c'est-à-dire il s'est dit, bon ok, moi je vous accorde toutes les critiques que vous voulez, maintenant expliquez, et j'aimerais comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche. Et donc c'est paru dans un bouquin qui a été marqué un petit peu un tournant dans la philosophie des mathématiques du côté anglo-saxon, qui est très dominé par les modèles logiques, formels, etc., et qui s'appelait la philosophie de la pratique mathématique. Comment ça marche? Comment il résonne vraiment pour de vrai? Vous voyez, c'est un peu le même mouvement qu'on a vu dans la première partie. Et alors, il s'est rendu compte d'un truc assez intéressant, c'est que quand vous commencez à vous poser cette question, comment ça marche les diagrammes, là pour le coup c'est des diagrammes, mais comment ça marche ce rôle de l'intuition en maths, il y a une première chose qui vous saute aux yeux, et ce qui est marrant, c'est qu'elle n'est pas sautée aux yeux avant, que personne ne se soit vraiment inquiété ou intrigué par cette chose-là. Ce qui vous saute aux yeux, c'est que les diagrammes ne peuvent pas être des représentations. Et pourquoi ils ne peuvent pas être des représentations? Donc, si vous voulez, la vue qu'on a normalement d'habitude, c'est que quand je dessine un cercle, ça représente un cercle, vous êtes d'accord? Et donc, il y a un truc idéal, un cercle, je donne une définition, et puis je fais une représentation éventuellement imparfaite. Finalement, ça donne une ellipse. Et en fait, ça ne peut pas marcher pour une raison simple, c'est qu'en fait, en mathématiques, il y a un procédé qu'on utilise très souvent et que Euclide utilise énormément, c'est les raisonnements par l'absurde. Et qu'est-ce que vous faites dans un raisonnement par l'absurde? Vous supposez un truc débile. Donc voilà un exemple très connu. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, mais je vais vous le montrer après en plus gros. Là, je vous le montrer parce que c'est beau, c'est la plus ancienne copie des éléments d'Euclide. Bon, elle est tardive, c'est du 9e siècle, on n'a rien d'avant. Mais bon, c'est assez joli. Donc ça, c'est la proposition 3.10 des éléments d'Euclide. C'est une proposition très célèbre. Et dedans, Euclide dit, je vais vous montrer que deux cercles, ils ne peuvent pas se couper en plus que 2 points. Okay. Et il dit, c'est facile, supposons qu'ils se coupent en plus que 2 points. Soit 2 cercles, appelez-les C', je dis qu'ils se coupent dans les points alpha, bêta, gamma, eta. Okay, et il dessine ça, parce que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dessiner 2 cercles qui se coupent en plus de 2 points, c'est ce que vous allez montrer. Okay, et bien cette situation, elle est hyper banale dans la géométrie ancienne. Même par rapport à notre mathématique, ils utilisent beaucoup trop de raisonnement par l'absurde.
Donc ça vous montre immédiatement qu'il n'y a pas des critères qui font qu'une représentation serait bonne. Par exemple, un cercle, ça doit ressembler à un cercle. Okay. Et ça, c'est troublant, parce que ce machin, ça ne ressemble vraiment pas du tout à un cercle. Là, le deuxième, vous voyez, alors, je vais vous montrer. Donc, je n'ai pas la traduction française d'Euclide en ligne. Donc, je vous ai mis la traduction anglaise de Heath, qui fait autorité, bon, même si elle est un peu discutable. Puis lui, il a refait les diagrammes, donc ça c'est un peu discutable aussi. Donc je vous ai mis en bas les diagrammes qu'on trouve dans les manuscrits. Bon, là, il y en a un qui est assez proche. Bon, vous voyez, vous avez deux solutions pour faire la truc. Ou bien vous représentez un cercle avec une sorte d'ogive, ou bien avec une ellipse. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé de faire un truc un peu bizarre. D'abord, vous avez deux cercles. Il y en a un qui est représenté comme un cercle et l'autre qui est représenté comme autre chose. Alors déjà, si c'est des représentations, le premier truc, c'est que si vous êtes l'élève, et si c'est des représentations, le premier truc, c'est de dire, attends, c'est pas du jeu. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais une bonne représentation, puis une mauvaise. C'est le premier truc. Et le deuxième truc qui ne va pas du tout, c'est que, surtout dans le cas de l'ogive, c'est que ce machin ne ressemble mais vraiment pas du tout à un cercle. Il a des coins. Ça ne va pas. Éventuellement, l'ellipse, on pourrait dire, bon, bah, c'est un cercle qui s'est un peu aplati. Bah, alors l'autre, pas du tout. Et alors ça, c'est une situation hyper courante. Alors, là, je vous donne un autre exemple. Ça doit être 3,2. Ça vous dit, si je prends 2 points au hasard sur la circonférence d'un cercle, alors la ligne qui va les joindre, elle va se trouver à l'intérieur du cercle. Vous êtes tous d'accord? Si je prends 2 points sur la circonférence d'un cercle, je les joins, la ligne qui va les joindre, elle est à l'intérieur. OK? Supposons que non. Supposons la ligne AB qui joint les 2 points et qui passe à l'extérieur du cercle. Bah là, vous n'avez pas le choix, hein, ça ne peut pas être une ligne. Donc vous voyez ce qu'ils font. Ils font un arc de cercle. Okay? C'est des exemples qui... Alors, pourquoi ils sont perturbants, ces exemples? Peut-être j'aurais dû vous dire ça. J'aurais dû vous dire ça parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Revil Netz aussi qui a travaillé sur ces questions-là. Mais c'est perturbant parce que s'il y a un truc qu'on sait faire, il n'y a pas grand-chose qu'on sait bien faire et bien représenter, mais s'il y a un truc qu'on sait représenter pas trop mal, c'est les droites, parce qu'il suffit de prendre une règle, et les cercles, parce qu'il suffit de prendre un compas. Donc si on dit, comme on dit tout le temps, la géométrie élémentaire, c'est la géométrie de la règle et du compas, les Grecs, ils travaillaient avec des règles et le compas, vous voyez que c'est pas vrai. Vous voyez que c'est pas vrai. Ou plutôt, c'est vrai, mais des fois, ils prennent un compas pour faire une droite. Et ça, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est un peu troublant. Donc, vous avez des droites qui ne sont pas droites, vous avez des cercles qui ne sont pas des cercles. Donc, immédiatement, on est en face de ce truc un petit peu... Alors, je vais donner un autre exemple qui est très connu. C'est la proposition qui vous dit, si j'ai une droite qui coupe deux autres droites et qui fait les angles opposés égaux, alors les deux droites, elles vont être parallèles. Okay? Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Et la démonstration, c'est par l'absurde. Ça définit en fait ce que sont deux droites parallèles. Vous prenez deux droites, si vous les coupez et que les angles opposés sont égaux, alors elles vont être parallèles. Okay? Et la démonstration d'Euclide, c'est supposons qu'elles se coupent. Okay? Et là, on a des diagrammes comme ça, totalement bizarres, où non seulement elles se coupent, mais vous avez le soi-disant triangle EFG. Vous arrivez à voir ça? Ouais. EFG. Regardez, c'est, je sais pas, c'est une maison d'enfants, mais ce n'est pas un triangle, quoi. Okay? Ça ne satisfait pas du tout les... Et c'est pas un triangle pour des raisons profondes. C'est-à-dire, on a des informations qui arrivent qu'on ne veut pas. Ça a des angles en plus, ça a des côtés en plus. Ça a vraiment, c'est perturbant. C'est pas un truc qui ressemble vaguement à un triangle, quoi. Okay. Donc, ça, c'est le premier constat de Manders. Je ne sais pas si vous arrivez, ouais, vous n'arrivez peut-être pas à lire. Mais en gros, ça consiste à dire les difficultés traditionnelles sur les diagrammes et sur les représentations en mathématiques, on peut les mettre à la poubelle. Parce qu'il suffit de regarder juste une démonstration par l'absurde et on voit que ça ne peut pas être une représentation. Alors, à vous laisser Platon et Aristote s'engueuler pour savoir si c'est des objets idéaux, si c'est des objets abstraits, ça ne sert à rien. Okay? Ça ne sert à rien. C'est ça qui dit Manders. Il faut reposer le problème à zéro parce que, en aucune façon, c'est ce qu'il dit dans la dernière phrase, ça ne peut être a picture. Ça ne peut pas être une image. Okay? Représentation, c'est un mot un peu vague qui peut dire un peu n'importe quoi, mais ça ne peut pas être une image. Okay? Ça ne peut pas être une illustration. Okay? En tout cas, pas dans un sens banal de un truc qui renvoie sémantiquement à autre chose. Et là, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit, vous pouvez faire tous les détours que vous voulez par l'ontologie, par la sémantique, et tout, etc. Ça ne va jamais marcher, donc il ne nous reste plus qu'une autre solution, on va regarder les inférences. Donc ça va être ça la stratégie, c'est pour ça que je trouve ça assez frappant par rapport à ce dont je vous parlais avec Hutchins, c'est qu'il va dire, bon, bah, laissez tomber cette idée de savoir ce que représentent les diagrammes, on s'en fout. Plutôt, on ne sait pas, on n'a pas de bonne réponse à ça, puisque ça varie. Vous voyez, vous avez vu, c'est pas stable, c'est pas un objet stable. On va regarder comment ça marche pour raisonner, comment ça marche pour raisonner pour de vrai. Okay? Et donc, c'est ce qu'il a commencé à faire. Donc, il a commencé à regarder quelles sont les informations qu'on tient des diagrammes. Pas ce qu'ils représentent, quelles sont les informations qu'on en tient.
Alors, il aurait pu prendre un autre exemple auquel il n'a pas pensé, mais que je vous donne un peu gratuit, parce que, bon, les démonstrations par l'absurde, on peut aussi se dire, bah, j'ai qu'à pas en faire. J'ai qu'à pas en faire. Mais il aurait pu prendre un autre exemple qui est assez troublant aussi, c'est les objections. Alors, quand vous regardez la géométrie ancienne, notamment, il y a un commentateur du IVe siècle qui s'appelle Proclus. Il raconte un petit peu les débats qu'il y avait dans la géométrie. Donc nous, ce qu'on raconte, qu'on a appris à l'école, c'est que les mathématiques, c'est une science qui est certaine, c'est même la plus certaine des sciences. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas comme la physique ou la biologie où ça évolue et tout. Là, on a un corps de vérité construit hypothético-déductivement et ça s'accumule à travers le temps. On progresse continuellement, etc. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et on apprend que ça vient des Grecs, que c'est eux le miracle grec, ils ont trouvé la déduction et tout, c'est super, ils ont compris que ce machin mettait fin au débat. C'est ça qu'on a dans Platon aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en philosophie on puisse faire la même chose que les mathématiciens, parce qu'eux ils ont des bonnes définitions et ils peuvent mettre fin au débat. Et ça c'est la sorte de la science dans la démocratie, c'est la manière dont on a un endroit où on peut tous se retrouver et être d'accord. Okay. Et bien quand vous lisez les commentateurs grecs, ce que vous vous rendez compte, c'est qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils n'étaient pas du tout d'accord, ils n'arrêtaient pas de se faire des objections. Mais constamment. Et ils ne sont pas d'accord sur les axiomes, ils ne sont pas d'accord sur la valeur des démonstrations, et tout, etc. Et puis nous, on l'a perdu, ça, parce qu'on a juste les manuels, en fait. C'est comme si je prenais que les manuels du seconde, et puis je vous disais, c'est la science d'aujourd'hui, puis que je n'allais pas regarder dans un labo comment les scientifiques passent leur temps à s'engueuler, ils ne sont pas du tout d'accord sur les principes. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait. Et alors là, on a des témoignages, c'est rigolo. Alors là, je vous en donne quelques-uns, comme ça, gratuits, pour réfléchir. Voilà une objection qui est faite sur 1,1, celle de tout à l'heure, là, celle où je dois construire un triangle équilatéral. Donc, c'est un gars qui s'appelait Zénon. Il a fait cette objection, il a dit « Mais comment tu sais que ça se coupe en un point ?» Alors, vous voyez, ce n'est pas les gens du 19e qui ont trouvé cette objection. En fait, elle est naturelle, c'est évident. Et il a dit, par exemple, je pourrais avoir deux droites qui s'écrasent l'une sur l'autre. Vous voyez, il a fait exactement les mêmes objections. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette objection, on ne l'a pas balayée d'un revers de main en disant « ça ne va pas ton diagramme, ce n'est pas des droites ». Cette objection, on l'a prise au sérieux, c'est ce que raconte Proclus, et on a été obligé d'expliquer pourquoi ça ne pouvait pas être comme ça, à cause de la définition d'une droite, etc. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas virer ce diagramme-là? Parce que ce diagramme, il représente les droites exactement comme on a vu dans la démonstration par l'absurde. Si on le vire ici, on ne pourra plus faire la démonstration par l'absurde de tout à l'heure où mes droites, elles sont des droites, comme on dit en français, broken line, elles sont cassées. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous montre qu'il y a une sorte de variabilité des trucs qui est tout à fait préoccupante. Voilà un autre exemple, je vous le donne, je vais aller vite parce que je vois que le temps passe. Mais ça, c'est un exemple dans lequel vous avez deux diamètres d'un cercle. Ah, bonne chance. Hein. Deux diamètres d'un cercle qui enferment une surface commune. Donc les deux machins sont censés être deux diamètres d'un cercle. Regardez bien, hein. Ce n'est pas du tout des diamètres d'un cercle. Et c'est des droites, hein, qui sont des diamètres d'un cercle, passent par le centre et ils ont une surface, et ces deux droites qui ont une surface qui englobe une surface. Et ça, c'est interdit. Alors, il y a quelqu'un qui a fait cette objection. Comment tu sais que ça n'arrive pas? Okay. Et là, c'est pareil, ils ne rejettent pas ça en disant c'est pas des droites, ça ne peut pas arriver, ils raisonnent. Ils disent bah non, tu n'as pas le droit de faire ça pour telle ou telle raison. On va venir après sur les raisons. Voilà un autre exemple comme ça. Là, c'est une droite qui coupe un cercle en 3 points. Regardez le cercle, il est joli. Hein, il fait des petits trucs comme ça en bas. Donc c'est pareil, ils n'ont pas de problème avec les oscillations des courbes. Hein. Et là, c'est troublant, c'est ce que dit Netz, parce que comme ils savent faire des cercles avec les compas, ils ne devraient pas accepter ça, en un sens, s'ils étaient tenus à leur système de représentation. Mais ils ne sont pas tenus. Alors, pour vous donner le fin mot de la fin, parce que je vois que le temps passe, Manders, il a fait cette petite enquête, et il s'est rendu compte d'un truc qui est assez fantastique, enfin moi je trouve, c'est que ça marche exactement comme dans le cas qu'on a vu avec Hutchins. Enfin lui, il ne fait pas le lien, puisqu'il ne connaît pas Hutchins. C'est que quand vous commencez à dire quelles sont les informations qui sont portées par les diagrammes et quelles sont les informations qui sont portées par le texte, hein, dans une démonstration grecque, vous avez deux trucs. Vous avez un texte et vous avez un diagramme. Okay, c'est toujours comme ça. Vous vous rendez compte que les diagrammes, ils portent toujours un certain type d'informations et les textes, ils portent toujours un type d'information. Donc, ils portent toujours certaines inférences, les diagrammes, et les textes, ils portent toujours un autre type d'inférence. Alors, c'est quoi? Bon, c'est pas une grande découverte, mais on aurait pu le prédire, si vous voulez, mais personne s'en était rendu compte. Le texte, il porte tout ce qui est égalité, tout ça, machin, parce que les égalités, vous ne pouvez pas les voir. Si je vous montre deux segments égaux, si je modifie un petit peu, vous n'allez pas vous rendre compte s'ils sont égaux ou s'ils sont inégaux. Okay. Donc les égalités et tout ce type de raisonnement-là, les proportions, les manipulations un peu, nous on les appellerait algébriques, elles sont portées par le texte systématiquement. Ça, c'est intéressant.
Et tout ce qui est un petit peu topologique, c'est-à-dire les intersections, le fait qu'une région est comprise dans une autre, etc., c'est porté par les diagrammes systématiquement. Et il y a des bonnes raisons pour ça, c'est parce que les Grecs, ils n'ont pas les moyens expressifs pour faire porter par le texte ce que portent les diagrammes. Okay. Nous, on le sait, avec la topologie de ça, mais eux, ils ne savent pas le faire, parce que c'est un peu compliqué quand même. Il y a pas mal de contre-exemples et tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les diagrammes raisonner pour eux. C'est ça qu'ils ont fait. Les diagrammes, ils vous donnent des inférences gratuites. Les intersections, vous les voyez, les trucs, les inclusions d'une région dans une autre, vous les voyez, etc. Ça ne marche pas à tous les coups. Vous pouvez vous planter. C'est les objections. Donc, quelqu'un arrive, il vous présente un autre diagramme, et il vous dit, bah, comment tu sais que ce n'est pas comme ça? Et là, il faut répondre. Et c'est ça dont on a tout le témoignage, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de régulation du système d'inférence qui fait qu'effectivement, quand vous avez fait ça pendant des siècles et des siècles, bah, vous avez éliminé toutes les erreurs. Mais ce qui est absolument passionnant dans cette analyse qu'a fait Manders, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve cette idée qu'il n'y a pas d'un côté l'intuition et de l'autre côté le raisonnement. C'est ça que je veux vous montrer. Vous avez d'un côté un système d'inférence et de l'autre côté un système d'inférence. Le côté matériel, il pense aussi. Il raisonne, mais il raisonne tout seul, il raisonne à votre place. Okay, les diagrammes, c'est des pensées incarnées, en un sens. Alors, il faut projeter dessus, il y a une certaine manière de lire. Donc, c'est essentiellement ce que je voulais montrer. Donc, il a appelé les premiers types de propriétés des propriétés exactes, typiquement les égalités, et les deuxièmes types de propriétés d'inférence, en fait, il les a appelés coexactes. Et il a montré que le langage exprimait très bien les propriétés exactes et le diagramme exprimait très bien les propriétés coexactes. Il a montré aussi, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que l'interprétation sémantique, c'est-à-dire dans laquelle on interprète les diagrammes sur une représentation, ça ne marche pas. Okay, et il a montré aussi qu'il y avait une nécessité d'un contrôle des diagrammes, donc c'est une pratique. Donc tout ça, ça a l'air de rien, mais ça vous dit quoi? Ça veut dire que la théorie, c'est une pratique. Cette théorie-là, c'est une pratique, mais en fait, toutes les théories sont une pratique. Une pratique dans laquelle vous n'avez pas d'un côté les raisonnements et de l'autre côté les intuitions, vous avez d'un côté des inférences et de l'autre côté des inférences. La structure, c'est un couplage d'inférences. Okay, il se trouve que dans ce cas-là, il y a un côté qui est matériel. Okay, c'est typiquement un ancrage matériel des raisonnements. Et il se trouve aussi que ce que fait la partie matérielle, votre langage ne sait pas le faire. C'est pour ça que vous croyez ou vous l'appelez ça de l'intuition. Mais en fait, ça résonne tout seul. Alors ça, c'est une situation, en fait, donc j'ai pris cet exemple pour deux raisons. D'abord, c'est de la recherche là, quoi. Le papier, il est sorti en 2008, et puis il a fait son petit effet quand même. Vous voyez, quoi, c'est pas la manière dont on lit d'habitude la géométrie ancienne. Hein. Et il y a un petit truc un peu perturbant. Et puis la question, c'est pourquoi on a mis 2000 ans pour arriver à comprendre ça. S'il a raison, moi je pense qu'il a raison, peut-être je ne vous convaincrai pas. Et d'autre part, l'autre chose qui est tout à fait troublante, c'est que c'est une conception de la théorie qui est assez différente de celle qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, nous, l'image qu'on avait, nous autres, là je parle pour moi, nous autres philosophes des maths, l'image qu'on avait d'une théorie, c'est un machin qui parle de certains objets et qui dit des vérités à propos de ces objets. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'il nous dit. Il nous dit une théorie, c'est un machin qui couple des systèmes inférentiels les uns avec les autres. Et ça nous rappelle exactement ce qu'on avait dans le Chines. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, vous voyez que cette situation, elle est totalement générale. J'ai pris l'exemple de la géométrie euclidienne parce que c'est un exemple où tout le monde peut comprendre les maths, mais j'aurais pu prendre n'importe quel exemple. Et non seulement, donc je vous en donne un autre, juste pour vous faire peur, non seulement la situation est générale, mais on a un peu une méthode, en fait. C'est ça que je trouve génial. On a une méthode, on parle de laboratoire des intuitions, on a une méthode. Il suffit d'aller traquer les objets impossibles, les représentations impossibles. Par exemple, les raisonnements par l'absurde, des trucs comme ça. Donc, par exemple, là, je me suis juste allé amuser. J'ai pris un bouquin hyper classique d'algèbre abstraite, j'ai fait exprès, dans lequel c'est un auteur des années 30 qui s'appelait Modern Algebra. C'était le prototype de l'algèbre abstraite formelle anti-intuitive. Et dedans, le gars, il veut démontrer un truc super abstrait. C'est que dans un P-groupe, le centre ne peut pas être réduit à l'unité. Donc, je ne vous explique pas ce que ça veut dire, peu importe. Le truc, c'est qu'il fait une démonstration par l'absurde. Il prend son machin, il arrive à l'égalité suivante. Ça, on n'a pas besoin de comprendre de quoi il parle pour la lire. Il y a un machin P1 à la puissance K qui est égal à 1 plus machin bidule, etc. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que P divise un côté et il ne peut pas diviser l'autre parce que vous avez un 1. Vous voyez? C'est pas possible. Ça ne peut jamais arriver. Okay, ça, c'est de l'arithmétique de la sixième, quoi, même avant. C'est hyper simple. C'est-à-dire, s'il y a un 1 d'un côté et que vous avez P et puis P plus 1, ça ne peut plus diviser de l'autre côté, c'est perdu. Et donc, ça vous dit qu'il n'y a pas ce 1, en fait. Il n'a pas le droit d'être là. Eh bien, il l'a écrit quand même. Donc, c'est la même situation. C'est-à-dire que si vous pensez
que les écritures mathématiques sont des machins réglementés par une syntaxe qui vous permet, grâce à des axiomes, de déduire des trucs autorisés, vous faites totalement fausse route. Vous faites totalement fausse route. Parce qu'en mathématiques, on n'arrête pas d'écrire des trucs interdits par la syntaxe. Okay, mais personne n'a encore vraiment travaillé ces questions-là. Parce qu'on reste dans leur idéologie à eux, de l'idée qu'ils dérivaient tout d'une manière totalement logique. L'autre exemple qui est assez joli, c'est les objets impossibles. Je vous en ai un autre parce que je l'aime beaucoup. Même si je vois que ça va, j'ai presque fini. Ça va? Ouais. Alors l'autre, vraiment, je l'adore. Donc, la géométrie d'Euclide, elle se termine par une proposition qui est très célèbre, qui vous montre que il ne peut pas y avoir... Si vous regardez les polyèdres réguliers, donc qu'est-ce que c'est un polyèdre régulier? C'est un machin qui a des polygones sur ses faces, mais il faut qu'elles soient toutes du même type. Éventuellement, vous pouvez combiner plusieurs types, par exemple des triangles et des carrés, ou des pentagones, des trucs, etc. Mais ça ne peut pas être irrégulier. Hein, vous comprenez tous? Donc par exemple, si je prends un cube, il a 8 faces qui sont toutes des carrés. Okay, bah, lui, il est bon, j'ai le droit de le prendre. Okay, si je prends un ballon de football, j'ai le droit. Parce que dessus, je ne sais plus, c'est des pentagones ou quoi que ce soit. Okay, bon, alors la dernière est convexe, ça veut juste dire qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur d'eux-mêmes, donc ils sont comme les ballons de football. Quoi. Comme ça ressemble à... Si je les gonflais, ils ressembleraient tous à une boule. Okay, bon, la dernière proposition des éléments d'Euclide, elle vous dit, il n'y en a que 5. C'est ceux qu'on appelle les 5 solides platoniciens, l'icosaèdre, le cube, et tout, etc. La pyramide, ça a fasciné des générations. C'est les polyèdres réguliers, les solides platoniciens, les solides parfaits, ils sont très très bons. Okay. Donc par exemple, il y en a un qui n'existe pas, c'est le décaèdre régulier. Donc ça serait un machin qui aurait 10 faces régulières. Okay, il n'existe pas. Alors là, je vous ai pris un papier de physique qui est sorti il y a 2 ans. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais si vous ne le voyez pas, je vous le dis, le truc qui est à la 3e ligne, c'est un décaèdre régulier. Il a 10 faces, hein, c'est marqué, il a 15 côtés, etc. Le mec, il a même calculé les angles et tout. Alors ça, c'est bizarre parce que Euclide a quand même démontré il y a 2000 ans que ça n'existait pas, ce truc. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est un résultat qui est vrai. C'est pas un résultat faux. Je vous ai dit, c'est pas faux ce qu'il y a dans Euclide, c'est vrai. Donc c'est vrai, il n'y a pas de décaèdre régulier. Ça n'existe pas. Ça, c'est un papier de physique qui me parle d'un décaèdre régulier. Le mec, il a mesuré les angles et tout, etc. Et pourquoi il me parle de ça? Parce qu'en fait, quand vous travaillez sur les nanoparticules, la nanoparticule d'or, elle a une forme de décaèdre régulier. Alors, le mathématicien vous a dit qu'il y avait une entourloupe. Nécessairement, il y a des imperfections, il y a un truc qui fait que ce n'est pas vraiment des décaèdres réguliers. Mais vous ne pouvez pas le voir. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, ces objets impossibles, là, ils sont là, ils apparaissent, ils sont là. Là, il n'apparaît pas sous une forme physique, il apparaît sous une forme géométrique. C'est celle qui est interdite. J'ai trouvé un exemple. Voilà, il est comme ça, en fait, le décaèdre. Vous voyez, regardez là-haut, là. Vous voyez donc ça, c'est dans un autre papier sur la nanoparticule d'or. Vous voyez le truc tout en haut? Okay, il a décomposé en triangle. Okay, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas, essayez de le faire. Vous pouvez pas recoller 10 triangles pour que ça fasse la pyramide comme ça quand je colle les 2 avec 5. C'est pas possible. C'est-à-dire, en fait, il y aura toujours une arnaque. Il y en a toujours une qui est un peu irrégulière. Il y aura un coin qui est un peu truc. Mais j'ai trouvé encore mieux. J'ai trouvé un manuel de maths qui est pour les élèves du secondaire dans lequel on dit voilà, un objet qui a 10 faces congruentes, c'est un décaèdre régulier. Shannon et Joshua lancent un dé décaédrique, numéroté de 1 à 10. Ceux-là, ils existent. Hein. Ceux qui jouent dans les jeux de rôle, vous connaissez ça. Mais vous voyez bien qu'il est un peu truandé, quoi. Ce n'est pas des bons angles hein, qu'il y a là. Et quelles sont les probabilités que tel chiffre sorte? Vous voyez? Donc ça, on peut jouer à ce jeu assez constamment, c'est-à-dire qu'on est constamment contaminé par des objets dont ce n'est pas seulement l'épreuve par l'absurde, en fait. Les trucs dont on nous a dit qu'ils étaient absolument impossibles, ils reviennent toujours par la bande. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils reviennent à un endroit où on les attend un petit peu le moins. Donc, il y a une sorte de méthode comme ça, un petit peu, que je propose. Bon, c'est des choses qui sont un petit peu... qui arrivent maintenant, là. C'est des choses auxquelles on commence à peine à s'intéresser en histoire et philo des maths. Et il y a une sorte de méthode qui consiste à dire on va aller traquer les représentations de ce qui n'est pas représentable, en fait. On va aller regarder les représentations d'objets impossibles. Pourquoi on va aller faire ça? Parce que c'est là où on va voir que ce n'est pas les représentations. C'est là où on a une chance de voir que ça fonctionne par des couplages inférentiels, par des machineries
complexe dans lequel il y a des raisonnements à tous les étages qui se projettent les uns sur les autres, mais il n'y a pas un objet que je représente et avec lequel et je travaille avec cette représentation. Alors évidemment, si je vous dis que je vais aller travailler avec des représentations de ce qui n'est pas représentable dans une école d'art, ça paraît un petit peu banal, mais en mathématiques, c'est pas banal de dire ça. Ou en physique, c'est pas du tout banal de dire qu'il y a des représentations de ce qui n'est, ou qu'il y a des représentations de ce qui est impossible. C'est un truc qui est un peu, quand vous dites ça aux scientifiques, ça les embête un peu, quoi. Et après, vous leur montrez, ils disent ah ouais, bon, d'accord. Parce qu'ils ne sont pas rigoureux, eux. Mais en fait, non, c'est tout le temps comme ça. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas, et on rejoint ce dont je vous ai parlé dans la première partie, c'est que quand on déjoue le modèle trompeur de la représentation, eh bien, on se retrouve en face d'objets matériels. Hein, là, c'est vraiment notre cas à chaque fois. Tout ça, c'est des objets. Je veux insister sur le fait que là, ce qui est intéressant, c'est l'écriture elle-même. Hein, c'est l'écriture. C'est qu'est-ce que j'ai écrit quand j'ai écrit P puissance K égale 1 plus P, etc. Okay, cette écriture, elle est impossible. Okay, dans le système de la syntaxe qui définit ce que c'est qu'une bonne écriture logique, elle est impossible. Okay. Et donc, on se retrouve en face de systèmes matériels qui pensent pour nous. Ils pensent pour nous, et au sens où ils échappent à notre système déductif d'une certaine façon. Ils nous donnent un certain nombre d'inférences qui ne sont pas capturées par notre beau système dans lequel on a une syntaxe et une sémantique ou une logique. Alors, ça peut être des diagrammes, ça peut être des symboles, ça peut être mes doigts. C'est l'exemple que j'avais pris pour commencer. Ça peut être mes pieds. C'est pour ça que, bon, je ne vais pas aller le rechercher. Les doigts, vous vous rappelez, c'était le calendrier de main. Ça peut être mes pieds. C'est pour ça que j'avais donné comme titre « Penser comme un pied », parce que c'était pour retourner un petit peu cette critique des mathématiciens du 19e, parce que quand on leur faisait un truc avec l'intuition, on pensait mal, on pensait comme un pied. Et pour le retourner en disant ben, « penser comme un pied, c'est bien ». C'est bien, c'est très naturel. Et ça pose des questions qui sont vraiment absolument passionnantes. Par exemple, qu'est-ce que fait un enfant quand il compte avec ses doigts? Okay. Si vous utilisez les modèles existants, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il met en correspondance biunivoque sa main, donc il fait une bijection entre sa main et d'autres choses. Et cette bijection, c'est ça compter. Okay, et il ferait des bijections. Il ne fait pas du tout ça. Il fait exactement comme notre japonais. Il n'a aucune idée comment ça marche, on est tous passés par là. Mais ce qu'il sait, c'est qu'avec ses doigts, quand j'en enlève un, c'est comme d'enlever un nombre. Okay, et je peux les ajouter. Remarquez bien que ça ne marche pas avec des taches d'encre que je jetterais sur un papier. La structure matérielle, elle rentre dedans. Alors que la bijection, elle vous explique pas ça. La structure abstraite, ça marche avec les taches de papier. 10 taches, c'est en bijection avec 10, il n'y a pas de problème. Okay, mais 10 doigts, bah, ça se manipule. Okay. Et l'enfant, il n'a pas du tout besoin d'avoir implémenté dans son cerveau la notion de cardinalité avec une bijection. Donc ça pose des choses assez fascinantes sur qu'est-ce qui se passe. C'est ça l'hypothèse de Chin, c'est de dire, mais finalement, on a pris les choses à l'envers. On a pris le truc final avec tous les symboles abstraits, etc., et on a cru que c'était l'image de la pensée. C'est l'inverse. Il faut voir les symboles et tout, etc., comme une matérialisation parmi d'autres de ce que c'est que de raisonner avec des objets matériels. Ce n'est pas la seule stratégie, hein, rappelez-vous, c'est une stratégie de stabilisation. Ce n'est pas la seule. On ne dit pas tout le monde pense toujours comme ça. On dit c'en est une et elle est très importante et il ne faut pas qu'on la néglige. Donc voilà, penser avec ses doigts, penser avec ses pieds. Moi, j'aime bien imaginer justement que mes géomètres grecs, on les imagine tout le temps avec une règle et tout, etc., sur un beau truc. Moi, je les imagine sur la plage en train de tracer le cercle avec le pied comme ça. Je trouve ça beaucoup plus parlant parce que précisément, c'est ce que montre Mander, je ne me suis pas étendu là-dessus, mais ça marche précisément parce que ce qu'on demande de diagrammes n'implique pas que les cercles soient des cercles. Ça implique d'autres choses, mais ce n'est pas ça le type d'information qu'on leur demande. Et c'est pour ça que vous pouvez penser avec vos pieds. Alors, je vous avais donné, voilà, j'ai pris des enfants qui font des dessins avec leurs pieds géométriques, et j'ai pris cette citation que j'ai trouvée en préparant la con, parce que je la trouve assez belle, de Jacques Lacan. Nous croyons penser avec notre cerveau, moi je pense avec mes pieds, c'est là seulement que je rencontre quelque chose de dur. Parfois, je pense, dans la salle, il y avait Quine, c'est ceux qui connaissent un peu l'histoire de la philosophie, qui lui a posé des questions après. Et là, il s'oppose à ceux qui croient qu'on pense avec notre tête. Il le dit, hein, je pense aussi avec les pauciers du front, quand je me cogne. J'ai vu assez d'électroencéphalogrammes pour savoir qu'il n'y a pas ombre d'une pensée. Sous-entendu dans le cerveau, dans la tête ou quoi que ce soit. Donc je pense avec mes pieds. Et donc juste pour conclure, vous voyez que si on met le concept, la déduction du côté d'une sorte de transparence de la pensée à elle-même, ça c'est un truc qu'on a l'habitude un peu de faire depuis Descartes,
et donc on rejette tout ce qui est un petit peu opaque, etc., du côté de l'intuition, et bien là, ce qu'on voit s'ouvrir ici, et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est toutes ces pensées, parce que c'est aussi des pensées qui ne sont pas transparentes, mais qui sont des vraies pensées. Et ça ouvre un abîme assez étonnant, parce que ça veut dire que quelque part, ce qu'on fait quand on pense, c'est qu'on branche cette pensée transparente avec toute cette opacité de la pensée qui est autour de nous, qui est dans les objets. C'est la structure matérielle qui pense, qui porte cette pensée. Et ce qui est assez fascinant dans cette question de l'absurde ou de l'impossible, c'est que c'est un petit peu comme si, dans le cadre dans cette transparence de la pensée, j'avais une sorte de domaine des possibles régimenté. Et ce que je fais quand je me branche à tous ces machins, c'est que j'étends le domaine de mes possibles de pensée. C'est-à-dire que je vais à l'impossible de ma pensée, à l'impossible de ma transparence. Voilà, je m'arrête là-dessus avec